et également Florent Gautreau, bien sûr. L'after jusqu'à minuit avant de parler de Bastia et avant de parler de Monaco. Un petit score portugais, comme promis, je vous tiens informé. Il reste 10 minutes à jouer. Guimarães mène 3-1 face à Chavez. Jingle Manardo, on parle de Monaco tout de suite. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Il est trop long ce jingle. Il y a 2 ans, je parlais de l'association spéculative de Monaco avec l'ASM éliminé sur le tour préliminaire de Ligue des Champions et qui avait complètement essoré son effectif. L'année dernière, on a tous été émerveillés, et moi avec, pourtant niçois d'adoption, par le retour de l'association sportive de Monaco. Et là, puisque le départ de Mbappé, il n'est pas acquis, mais ça y ressemble, je trouve que ça ressemble de nouveau à l'association sportive du Monopoly monégasque. Et j'aimerais bien que d'ici la fin du mercato, plutôt que d'envoyer ce bon Jardim pour nous expliquer ce qui s'est passé au niveau de son effectif, parce que j'ai peur aussi, comme beaucoup, que si Mbappé part, ce qu'il a très grosse tendance, Lemar lui emboîte le pas, donc ils sont complètement en train de se dépouiller pour plus que gonfler, elles doivent déborder les caisses monégasques. Et plutôt que d'entendre Jardim, là j'aimerais que Vassiliev, voire pourquoi pas Rybolovlev, nous explique cette stratégie monégasque depuis l'arrivée des Russes, à quoi elle ressemble et surtout quel est son cycle. À quel moment est-ce qu'il faut que nous, observateurs, ou bien surtout les supporters de l'ASM, se concentrent sur l'aspect sportif, et à quel moment, plutôt que de s'intéresser à France Football, ou bien à l'After, ou bien d'autres médias qui parlent de foot, on va s'intéresser à BFM Business, à Challenge, pour voir à quoi ressemble l'association sportive du Monopoly monégasque. Voilà, c'est un avis tranché fin et un petit coup de gueule aussi par rapport à... Je comprends qu'on encaisse beaucoup d'argent, ça va être une culbute fabuleuse si Mbappé part sur 180 ou 170 millions d'euros, ils l'ont formé. Mais au niveau du sportif, avec un Monaco demi-finaliste la saison passée, là, je ne sais plus à quoi ça va ressembler. Florent, est-ce que tu es d'accord ? Ouais, moi, globalement, je suis d'accord. C'est vrai que ce qui est dommage, disons, c'est que ce qu'ils ont créé l'an dernier, ce qui avait l'air d'être, on va dire, le fait de retrouver le grand club dans son histoire, son palmarès, etc., ça n'aura pas forcément de suite, quoi. C'est-à-dire que Monaco va être compétitif, attention, dans ce championnat-là, même sans Mbappé d'ailleurs. Mais effectivement, c'est pas la même chose de dire, tiens, on a construit quelque chose et on va continuer à essayer d'avoir un deuxième titre, de recommencer à compter vraiment, à peser sur la Ligue 1 comme ils l'ont fait à une époque. Alors que là, effectivement, ça arrivera peut-être une autre fois, ça arrivera peut-être pas. On est effectivement dans un club. Je veux dire, quand tu es supporter, tu vois, Paris, par exemple, les investisseurs sont arrivés en 2011, vous pouvez avoir une interrogation sur le fait que ce soit crédible, sérieux, ensuite que ça dure et tout. On peut pas dire qu'en gros, on peut pas être déçu. Alors que là, c'est pas qu'on est déçu par les investisseurs, parce qu'ils restent, ils sont là, ils font progresser et prospérer, on va dire, le club. Mais c'est vrai que autant le début de l'histoire, on pouvait presque le comprendre sur le trading de joueurs, parce que j'ai envie de te dire qu'il n'y avait pas rien ne s'était vraiment créé, l'étincelle n'avait pas pris au plan sportif, mais maintenant qu'ils ont réussi à faire un truc qui était énorme, c'est-à-dire conquérir un peu le cœur des Français, prendre le titre au PSG alors qu'on disait que le PSG allait être champion 15 fois de suite, t'as l'impression que tout de suite on va repartir en arrière en disant c'était une histoire c'était le coup d'un jour, quoi, c'était l'histoire d'une saison. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage y compris sur le storytelling de la Ligue 1. Alors évidemment, on va me dire, mais attention, Jardim est bon, ils vont être compétitifs. Oui, bien sûr, ils vont être compétitifs. Mais, des sous pour. Mais c'est vrai que le storytelling sur le côté, attention, on a 2 gros cadors. Tu vois, à la limite, je croirais plus à l'histoire que nous propose Aulas, si tant est qu'il recrutait parfois un tout petit peu différemment. Mais entre ces jeunes joueurs et son stade et ses recrues éventuellement à venir dans les années à venir, pour être un gros concurrent du PSG ou un vrai concurrent national, domestique, que Monaco, parce que Monaco, ils peuvent l'être sur une année ou ils peuvent ne pas l'être l'autre année. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, je fais remarquer très rapidement à tous ceux qui pensent qu'une équipe de foot, c'est comme un puzzle. Non, c'est comme une mayonnaise. Tu peux mettre tous les ingrédients, ça prend pas toujours. Et là, ils vont peut-être beaucoup recruter, mais on ne sait pas si ça prendra. Voilà pour Monaco, à suivre, parce que les départs que tu anticipes, Lemar, il est bon. Pour l'instant, il est toujours là. Pour l'instant, il est toujours là. Mais ils ont recruté. J'ai dit ils vont, mais ils ont déjà recruté. Mais ça ne vaut que si Mbappé part. Parce que après, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça qui fait la diff. Voilà. C'est pour ça. Et si Mbappé ne partait pas, c'était un peu ce qu'on s'était dit. Il y avait une sorte de barrière, quoi. Il y avait rien à dire. Et encore, certains disaient que déjà Mendy c'était le trompé. Bon, il y avait rien à dire. Si Mbappé part, là, on est parti sur une autre histoire. On enchaîne. Jingle Bribois. Le jackpot, messieurs dames. Gilbert Bribois, il est là. Nous avons décroché le jackpot.
C'est un vieux jingle. Un vieux jingle, mais qui marche toujours. Moi, excusez-moi, mais aujourd'hui, s'est passé un truc dans la vie d'un club historique du foot français qui franchement m'emmerde. Bastia est en train tranquillement de mourir. Donc je vous refais l'histoire. Le groupe de repreneurs était prêt à y aller, sauf qu'aujourd'hui, après une réunion où ils ont fait un audit, ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi des cadavres dans les placards de la section amateur, avec un gros déficit, plus d'1 million d'euros. Voilà, ils en découvraient à chaque fois de jour en jour, et ils ont jeté l'éponge. Donc ils disent là, nous, non, on n'y va plus. Donc le club va repartir en National 3. Avec qui, avec quoi, quels salariés ou pas de salariés, des gens au chômage, et un club qui est aujourd'hui menacé d'être rayé de la carte, quoi. C'est-à-dire que faut payer les dettes. Qu'est-ce qu'on fait? On repart avec quelque chose de nouveau, et je crois qu'on se rend pas bien compte en fait, parce que c'est sûr, nous. Là, vous voyez notre studio, vous l'entendez. Nous, on est à Paris, on est loin. Mais à l'échelle de la Corse, c'est un truc qui est terrible. Parce que le Sporting à Bastia et en Corse, c'est plus qu'un club de foot. C'est Bastia, tu as raison. Ouais. C'est l'emblème de la Corse. On parle d'un finaliste de Coupe d'Europe. Finaliste de Coupe d'Europe. Dans l'histoire du foot français, c'est un truc énorme. Alors, vous allez me dire, lui, il défend Bastia, alors que toute l'année dans l'after, ils n'arrêtent pas de dire les supporters, machin, la commission de discipline. À Bastia, il y a aussi les supporters cons comme il y en a ailleurs. Mais toi, tu défends l'entité du club. Moi, c'est un club. Pas les truffes qui l'ont dirigé, ou des supporters qui l'ont mis à mal et qui aussi sont responsables de cette morlante. Moi, j'ai des souvenirs de gamins de Bastia, leur magnifique maillot bleu, là, club méditerranéen. Avec la testa de mort sur le maillot. Le stade, les polyphonies, le truc. L'élimination du Torino. Il y avait un truc fantastique avec Bastia. Et aujourd'hui, je me souviens même de ce souvenir de cet ancien logo, Sporting Étoile Club de Bastia, avec la tour dorée. Je sais pas. Bastia, ça m'a toujours parlé. Louis Martialis. J'ai toujours eu un truc avec ce club, et là, ce qui arrive, franchement, ça fait mal au cœur. Jacques Zimaco. Et attention, parce qu'au niveau local, mine de rien, Bastia, c'est une toute petite ville. Outre le fait que déjà, il n'y a pas grand-chose à Bastia en dehors du foot, là, c'est une des grosses entreprises. Tu vas les vexer. C'est une des grosses entreprises. Je sais pas, on aura un Bastia avec nous dans quelques instants, il va te le dire. C'est une des grosses entreprises du coin qui périclite. C'est-à-dire... la première entreprise de spectacle de Corse. Les employés qui vont se retrouver sur le carreau. 80 salariés, c'est les fournisseurs. C'est au niveau local, au niveau économie locale, c'est cataclysmique. Donc moi, je lance un appel aux repreneurs, les mecs, lâchez rien, même maintenant, même s'il y a encore des... que tous les Corses riches se réunissent, là, plus que 10, 20, 30. Alors là, qu'on fasse un appel, parce qu'on a parlé de l'aspect le mouroir maintenant, mais un club n'est pas surtout définitivement mort, en tout cas, il peut-être s'appeler différemment, mais tu peux lancer un appel pour dire, Corse de bonne volonté, Bastier, Ajaccio, de Bonifacio, qui aimait le Sporting, et les expatriés, et toutes les diasporas à Corse, tous les gamins de Corse, à un moment de leur vie, ils ont vibré pour ce club, quoi. Voilà, donc il y a quelque chose. Donc moi, ça me, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'on fait pas grand chose pour les aider, en fait, par ailleurs. Alors la Ligue fait son taf, la DNCG fait son taf, mais on pourrait pourquoi pas imaginer un plan un peu plus large pour essayer de sauver ce club historique. C'est aux entrepreneurs, à ceux qui forment le tissu économique local et qui sont pas seulement les locaux, parce qu'il y a beaucoup de Corses en France, en métropole et à l'étranger, s'ils le souhaitent, de se mobiliser, parce que c'est aussi la classe dirigeante principalement qui a fait que le club en est arrivé là. Il y a un truc quand même qui est gênant, moi je trouve, dans ce qu'on entend là sur les comptes du club là quand même, c'est puisqu'on parle beaucoup de la DNCG, de ce qu'elle peut faire, donc de ce qu'on peut éventuellement donc cacher à la DNCG aussi, parce que ce qu'on dit là, c'est quand même tous les cadavres dans le placard. C'est ça, moi, qui m'inquiète aussi. C'est-à-dire que, en gros... je vais te dire ce qui se passe à Bastia. Il est possible de... Mauvaise gestion sur... je sais pas, c'est peut-être depuis 20 ans. Oui, mais la mauvaise gestion, ça se voit. On se rappelle du drame de Furiani, c'est quand même une responsabilité, rappelez-vous, aussi des dirigeants de l'époque, catastrophique. En fait, tous les ans, qu'est-ce qui se passait à Bastia? C'est qu'on savait qu'il y avait des problèmes, et puis à chaque fois, c'était mais la DNCG s'est passée. Donc à partir du moment où la DNCG s'est passée, on disait c'est bon. En fait, non, c'est pas bon. Oui, mais il y avait des problèmes structurels à régler qui n'ont jamais été réglés. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, sauf que la DNCG arrive à passer dans la DNCG avec des erreurs de gestion comme ça
ça récurrente tous les ans. Ensuite, pareil, les commissaires aux comptes, tout est passé tout le temps comme ça pendant 10 ans. Et là, maintenant qu'il y a des gens qui veulent éventuellement venir, on découvre des choses encore pires que celles qui ont été annoncées. Moi, ça, c'est inquiétant. Je dis pas seulement pour Bastia, d'ailleurs, parce que si ça se trouve, il y a d'autres clubs pour lesquels ce serait la même chose. Après, la deuxième chose, pour avoir connu ça, parfois dans certains clubs, y compris à Tours, à des moments compliqués, c'est-à-dire quand le club disparaît un peu complètement de la carte et repart au niveau de son équipe réserve, j'ai juste envie de dire un truc. C'est arrivé à un club que j'adore, qui est Strasbourg, et ils ont réussi à renaître. C'est ce que j'allais dire. Je veux dire des solutions locales. Ne perdez pas l'espoir, et que ce soit avec ces investisseurs-là ou d'autres, et y compris s'il faut repartir, et c'est le cas en National 3, il y aura des gens qui reprendront le club, peut-être pas au niveau financier qu'on souhaite, mais enfin il y en aura parce qu'il y a des gens de bonne volonté, il y a des amoureux du club, il y en a dans tout le temps. Ils repartiront en National 3. Après, évidemment, oui, là il faut travailler, mais il y a plein de clubs qui sont remontés. Bon, moi j'ai connu Tours, j'ai même été dirigeant à un moment donné, au moment le pire, où on est descendu jusqu'en CFA. Et puis après on est remonté entre guillemets en Ligue 2. Et toi, Strasbourg, tu connais, jusqu'en Ligue 1. Donc il faut pas dire, par exemple, j'entends le club est mort. Non, un club mort, c'est un club qui a rayé de la carte, qui n'existe pas. Le club n'est pas Le Mans, par exemple. Exactement. Et encore, il remonte aussi. Et Grenoble remonte. Tu vois, était un Grenoble, autre exemple. Il remonte en National cette année. Le club qui a une histoire, qui a des supporters, qui a des, on va dire même des élus locaux. Non, je suis optimiste. Je dis juste que ne disons pas, pour les gens qui n'entendent pas, le club est mort. Le club n'est pas mort. Juste 2-38 avant d'accueillir Pierre Toussaint. Marcus qui me dit rien à foutre de Bastia qui dégage. Le Brunstech qui me dit Bribois a pas envie de se faire brûler sa baraque en Corse. Il est toujours bien inspiré, le Brunstech, si vous avez le malheur de le suivre. Et puis Seven qui nous dit un club qui a des supporters ne meurt jamais, dit-il. Bah voilà. Pierre Toussaint, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, comment tu vis tout ça, toi, qui es supporter du Sporting? Je vis mal. Je vis assez mal. On s'habitue un petit peu, parce qu'on part de la Ligue 1, de Ligue 1, Ligue 2. Finalement, c'est National 1. Et là, on était parti sur du National 3. Ouais. Et ce soir, on est quasiment sur la probable disparition du Sporting Club de Bastia en régional, quoi. Voilà. Donc, parce qu'il faut savoir. Nous, les infos qu'on a, c'est National 3. Hein. Après, si c'est encore plus bas. Non, mais vous êtes loin de la réalité, parce qu'en fait, il y avait un pôle repreneur qui a fait un audit sur 48 heures. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Voilà, pour voir un petit peu le bilan financier de l'association. Hein. Je parle bien de l'association. Ouais. Allô? Oui, on t'écoute, on t'entend. Voilà, de l'association du Sporting Club de Bastia. Donc ce pôle repreneur, il y a 10 entreprises dont faisait partie M. Antonet, donc Frédéric Antonet, pour reprendre le club. Et quand ils sont sortis donc, de cette réunion, ils ont annoncé un déficit structurel de l'association de 1,2 million d'euros. Donc en disant que ce déficit est trop important pour du National 3. Et dans la foulée, donc le Sporting Club de Bastia a fait un communiqué donc, en nous expliquant qu'en fait non, il n'y avait pas de déficit. Donc je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, nous supporters, on est perdus, quoi. On est perdus. Bon, on ne croit pas. Moi personnellement, je ne crois pas une seule seconde au communiqué du club parce qu'ils n'ont fait que nous mentir depuis 3 ans. Donc j'ai beaucoup plus confiance en l'équipe à M. Domingue que les actuels dirigeants qui sont en place. Donc, je dis... Ouais, Pierre-Noël Luigi, qui est un peu le leader des repreneurs. Là. Il y en a plein d'autres. C'est 10 entreprises sérieuses. Donc, pour moi, il n'y a pas un semblant de doute sur le fait que les dirigeants nous mènent encore en bateau, quoi. Donc, voilà. Donc, et ça commence un peu à fatiguer. C'est quand même, dans l'histoire de ce club, il y a quand même beaucoup de problèmes, je veux dire, qui sont devenus des problèmes, enfin, je pense à la catastrophe de Furiani, dramatiques, cataclysmiques, qui sont venus de problèmes de gestion des dirigeants, quand même, Pierre Toussaint. Hein. C'est pas la première fois. Il serait quand même temps un jour d'avoir des mecs corrects à la tête du club, non? Mais le souci, c'est je pense qu'on les a, je l'espère en tout cas. Parce qu'on y a cru la première année quand ces dirigeants-là ont réussi à nous monter de National en Ligue 2, puis de Ligue 2 en Ligue 1. Ça a été l'euphorie, mais en fait j'ai l'impression que c'était juste M. Hans qui arrivait un petit peu à tenir tout ça. Frédéric Hans s'est mis dehors, ça a été le grand foutoir.
ça a été un déficit permanent qui a augmenté tous les ans. Alors oui, la DNCG elle a fermé les yeux sûrement, mais le tronc s'est creusé tout seul. Donc et aujourd'hui, les dirigeants actuels, j'en sais rien s'ils veulent partir, s'ils veulent pas partir. Mais en tout cas, il serait temps qu'ils s'en aillent parce qu'ils sont plus du tout appréciés. Plus personne ne les veut à Bastia. Mais s'il faut repartir en National 3, nous on sera prêts à repartir en National 3. Mais sans eux, voilà, sans eux. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui la page est tournée. Et nous on a besoin, si on veut repartir sur une page blanche, on a besoin de le faire sans eux. Voilà. Donc, Pierre Toussaint, écoute, on va suivre ce qui se passe dans les jours qui viennent. Je pense que demain, dans l'intégral foot, on essaiera d'appeler un des repreneurs pour qu'il nous donne sa version également des faits. Merci à toi en tous les cas. Il nous reste une minute. Tu peux nous faire le point sur ton hashtag FreeNeymar, eh bien, François ? il est, tu disais 57, 58 bientôt, et le CIT qui pouvait peut-être... Le CIT, c'est le papier. Hein. Ouais, le certificat international de transfert, merci Gilbert de nous rappeler qu'il pouvait peut-être tomber ce soir, et là, 2 minutes a priori. C'est pas pour ce soir. S'il n'arrive pas demain à 23h59, même si demain on est vendredi et que le match du PSG c'est dimanche, a priori Neymar ne pourra pas jouer en Bretagne. Dimanche soir à Guingamp. C'est ça. Donc le hashtag FreeNeymar de François tient toujours. Ouais, et rejoignez-le si vous avez, que vous soyez supporter marseillais, lyonnais, stéphanois, parisien et étranger, que vous avez envie de voir un des meilleurs joueurs au monde commencer à jouer en France. Rejoignez hashtag FreeNeymar. Voilà, et puis je voulais également, encore 2-3 petites infos, on a le temps. Neymar convoqué en sélection du Brésil, c'est pas étonnant. Et puis... il va pouvoir jouer donc, un petit peu. Pardon ? Oui, non, mais c'est pour la fin du mois d'août. Ouais. D'ici là, il aura joué en France. Et puis il n'y aura pas de supporters niçois à Naples, malheureusement, pour le match de barrage de Ligue des Champions. Les autorités italiennes ont interdit la vente des places aux résidents français pour cette rencontre. Carrément. Donc impossible d'acheter les places pour les résidents français. Mercredi. Le 16 août. Voilà, exactement, pour le match aller de la semaine prochaine à Naples. C'est terminé pour ce soir. Demain, l'after sera là à 23h, bien sûr. Demain, intégral foot 16h, 18h. L'athlé, 18h, 23h. L'after, 23h, minuit. À demain. Bonne nuit. Salut.